Bonsoir Bonsoir. Pablo, bonsoir Charles. Bonsoir. On va parler, si vous le voulez bien, de ce qui s'est passé à Marseille. Vous avez sûrement suivi cette jeune femme de 24 ans qui a été touchée dans son appartement par une rafale de Kalachnikov. C'est donc une victime collatérale. Elle n'avait aucun rapport avec le trafic de drogue. Ça s'est passé d'ailleurs dans le quartier sud de la ville. Alors que généralement, on entend souvent parler des quartiers nord. Là, c'est un quartier un petit peu plus tranquille. Si on peut dire, la procureure le dit, on a atteint le niveau ultime des violences. Est-ce qu'on a perdu? Voilà. Est-ce que l'État a perdu la guerre contre les narcotrafiquants, contre le trafic de stupes? Pour l'instant, oui. Moi, je crois que pour l'instant, oui. J'ai vu qu'il y avait eu, depuis 2 ans à Marseille, 816 armes saisies. Donc l'État ne fait pas rien. La police travaille, la police judiciaire notamment, la justice travaille. Il y a une volonté des pouvoirs publics de lutter contre le trafic de stupéfiants, mais ça mène à rien. Celui-ci existe dans des proportions telles que ça ne sert pas à grand-chose. 44 morts depuis le mois de janvier à Marseille. Moi, je crois qu'il y a une démission des pouvoirs publics pour l'instant, s'agissant de ces quartiers populaires. Pendant longtemps, il y avait une volonté, au contraire, du pouvoir politique d'obtenir des résultats dans les quartiers. On appelait ça les quartiers. Il y a eu Nicolas Sarkozy avec les internats d'excellence, la tolérance zéro, le Karcher, qu'on aime ou pas le concept, et le verbe. Mais là aussi, Charles, Emmanuel Macron, il y a 2 ans, on le rappelle, il a mis 5 milliards d'euros sur la table pour essayer d'aider Marseille, justement, pour faire en sorte que la réponse ne soit pas juste répressive et qu'on puisse essayer de tabler plus sur l'éducation, sur la société. Mais c'est tout à fait juste et c'est tant mieux en fait que au plus haut niveau de l'État, il y ait une prise en considération, une prise en compte en fait de ce qui se passait dans ces quartiers, parce que effectivement, il y a la réponse répressive, c'est la première des réponses, et c'est parfois, lorsqu'on entend notamment la droite, en gros, ce que dit la droite, c'est amenez-nous plus de flics dans les rues et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. En vérité, on sait très bien que ce type de réponse n'est pas très efficace. Même la police de proximité, ce ne serait pas une solution, une police qui serait plus pérenne, supprimée par Nicolas Sarkozy d'ailleurs. La police de proximité pourrait répondre à essayer de recoudre en fait le tissu qui s'était, le dialogue en gros qui s'est dénoué entre les populations, notamment les jeunes, et la police. Mais ça résout pas la question du narcotrafic. Le problème du narcotrafic, c'est qu'il faut plus de police judiciaire, c'est-à-dire de la police spécialisée, c'est-à-dire pas des gens qui patrouillent dans la rue, mais de la police spécialisée et des magistrats enquêteurs. C'est ça globalement, c'est ça que demandent aujourd'hui les associations. Là-dessus d'ailleurs, j'ajoute que Gérald Darmanin aujourd'hui a dit qu'il y aurait une espèce d'unité d'élite spécialisée dans la lutte anti-drogue qui sera déployée. Après, il faut voir en fait le terreau sur lequel aujourd'hui le trafic de drogue grossit et grandit aujourd'hui dans notre pays. Et ce terreau, c'est un enclavement des territoires, c'est des quartiers qui sont pauvres. Et là, la réponse du gouvernement, effectivement, c'est les 5 milliards d'Emmanuel Macron. C'est bien, beaucoup. Exactement. Mais le problème, c'est que les racines sont profondes et il va falloir aussi peut-être attendre, hélas, que la politique qui est menée par Emmanuel Macron porte ses fruits, mais surtout, il va aussi falloir la renforcer. Et de toute façon, tout ça, en fait, est inscrit dans une dynamique générale moi, je vais dire les choses très simplement, mais en gros, aujourd'hui, il y a on est dans une société où tout le monde est obnubilé par avoir du fric. C'est-à-dire, et c'est porté, pour le coup, au plus haut niveau de l'État, sur les plateaux télé, par les machins. Tout le monde est là, il faut que vous ayez du fric. Vous dites que c'est pas comme ça qu'on réglera le problème? C'est pas avec 5 milliards ou... Mais non, c'est pas ça que je dis. Il faut que les jeunes, en fait, aient autre chose en tête que gagner du fric. Parce que c'est de l'argent facile, bien sûr. Mais c'est de l'argent facile. Et donc, tant que notre société sera obsédée par l'idée de gagner du fric, ce qui est porté, je le rappelle, aussi par Emmanuel Macron, cette idée, il faut que les jeunes aient envie d'être milliardaires, etc., on ne s'en sortira pas. Pardonnez-moi, il faut que dans notre société, le poids de ce qui se passe à Emmanuel Macron. C'est une direction en fait, qui est donnée par la société. Alors, Charles, non, mais c'est sûr que le socialisme, en même temps, ça fait pas rêver. Par exemple, on se plaint que les jeunes
veuillent pas exercer certains métiers, mais c'est aujourd'hui des métiers qui sont tellement mal payés que forcément ça intéresse plus les jeunes. C'est aussi là-dessus qu'il faut peut-être réfléchir. Peut-être que notre système français tel qu'il fonctionne ne fait pas rêver les gens parce qu'il aboutit à ce que tout le monde est pauvre. Donc ils ont envie forcément d'autre chose. Mais moi je ne suis pas d'accord sur il faut plus de police judiciaire, etc. Je pense que ni d'ailleurs sur l'histoire de dialogue entre la population et la police. D'abord, je ne vois pas pourquoi il doit y avoir un dialogue entre la population et la police. Il doit y avoir des policiers qui font régner l'ordre dans les rues. Et je pense que autant il peut y avoir des relations compliquées entre les jeunes et la police. Ces relations compliquées ont mené à d'autres drames aussi. Bien sûr, là, en même temps, je pense que la population, elle, hors jeunes susceptibles de se livrer à des trafics, elle est contente de voir des policiers en bas de chez elle. Quand vous êtes quelqu'un qui rentre chez lui et qui trouve 4 dealers en bas de son immeuble, vous préférez qu'il y ait 2 policiers à proximité que une police judiciaire qui n'interviendrait qu'à l'occasion d'enquêtes. Donc moi, je crois qu'il faut déployer des effectifs sur le terrain. Moi, je suis pour les patrouilles bêtes et méchantes, je suis pour la prévention, parce que je pense que quand on est dans ces zones extrêmement livrées au trafic, à la criminalité, on a envie qu'il y ait des policiers pour nous protéger de ces personnes. Et je pense que, typiquement, quand vous avez des jeunes qui se mettent à tirer à la Kalachnikov dans les rues, vous préféreriez qu'ils soient empêchés de le faire. Ensuite, mais pour ça, c'est-à-dire qu'il faudra en mettre dans toutes les rues. Et tu sais bien que c'est absolument impossible. Écoute, je pense qu'il suffit d'aller à Paris, par exemple, pour voir que dans le quartier des ministères, il y a des policiers absolument partout. Je pense qu'on peut redéployer certains effectifs. On ne manque pas de policiers en France. On en recrute, on en a. 10 000 policiers et gendarmes. Je pense qu'on peut déployer des policiers. Je sais qu'ils en mettent 5 000 en place pour la visite du pape. Mais là, on parle. Là, c'est ponctuel. On parle d'une police qui serait là. Mais si vous voulez, il faut choisir. Soit les milliards, etc. Macron qui se fait une lubie sur Marseille, on ne sait pas d'où ça sort. Il n'est ni marseillais ni d'origine marseillaise, mais il a décrété que Marseille était sa ville de cœur. Donc, par un fait du prince, il met 5 milliards pour Marseille. Pardonnez-moi, mais peut-être parce qu'il se passe ce genre de choses. Exactement, il y a une situation qui est particulièrement alarmante depuis des années. Allez voir dans les banlieues parisiennes, allez voir dans la banlieue lyonnaise, allez voir dans le sud, est, il y a des problèmes de narcotrafic. Mais là, c'est la deuxième et d'insécurité de France, partout. Oui, 44 morts depuis le début du mois de janvier. Qu'il y ait plus d'égalité entre les territoires, très bien. C'est très bien d'aider Marseille. Le problème, c'est qu'on a des quartiers qui aujourd'hui sont hors de contrôle, sur lesquels l'État n'a plus le contrôle, dans lesquels les policiers parfois ne rentrent plus. On le sait, tout le monde a vu le fameux film Bac Nord, mais il ne faisait que reprendre des informations qu'on avait déjà. Et moi je le vis directement comme avocat dans ma pratique d'avocat. On a des jeunes qui se retrouvent embrigadés, c'est pas toujours de leur propre fait au départ, mais ils se retrouvent embrigadés dans des bandes dans lesquelles ils se retrouvent, excusez-moi du terme, totalement ensauvagés. Et donc on a des violences extrêmement violentes, y compris entre eux. C'est-à-dire des rixes entre bandes qui aboutissent à des drames, à des morts, etc. Et donc la solution, c'est offrir à tous ces jeunes un horizon qui soit différent, que tu vas gagner du fric en faisant le guet pendant que des gens vendent de la drogue. C'est pas possible en fait. Mais donc il faut travailler cet horizon. Oui, mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, il y a une pratique qui, je crois, est en train de se développer, qui consiste à venir dans les écoles présenter les métiers aux jeunes, pour leur donner l'idée de ce qu'ils peuvent faire dans la vie. Pour qu'ils aient un horizon. Ça c'est une bonne chose. Mais moi, je serais pour... vous soumettre. Oui. La dépénalisation du cannabis, la dépénalisation des drogues. Voilà. C'est quand même. Alors, c'est une question qu'on pose régulièrement, mais elle se pose particulièrement dans ce contexte. Et si je la pose encore aujourd'hui, c'est parce que Gérald Darmanin en a parlé à nouveau alors qu'il était en déplacement à Marseille. On l'écoute. Mais quelle autre politique possible? Alors, il y a la politique de on ferme les yeux, on n'envoie pas de policiers dans les quartiers. Alors là, vous n'aurez pas de règlement de compte, vous laisserez les trafiquants de drogue faire leur travail. Entre 25 000 et 100 000 euros d'argent liquide par jour, c'est ce que l'État a longtemps fait. Et après, il y a la troisième solution, qui est la légalisation, notamment du cannabis. Partout où ça a été fait, je constate que le marché légal ne remplace pas le marché illégal, il le complète. Partout où ça a été fait, je constate malheureusement avec vous que, et c'est un point très difficile, les points de deal ne sont pas monoproduits. Si vous légalisez le cannabis, il y a encore des gens qui vendront de la cocaïne.
Voilà, le marché légal ne remplace pas finalement le marché illégal et donc ça sert à rien. C'est ce que dit Gérald Darmanin. C'est pas tout à fait vrai. Ça, c'est parce qu'il dit. Mais c'est toujours le même même, exemple. Donc. Mais oui, c'est pas tout à fait. C'est pas. Il a raison. D'abord, on vend pas que du cannabis en France. Hein. Il y a plein d'autres drogues, notamment des drogues de synthèse, qui elles, genre, je vois mal comment on pourrait légaliser l'héroïne, par exemple. Donc, il a raison. Mais il n'en demeure pas moins que le cannabis, ça reste un gros paquet en fait du trafic de drogue illégale en France et que le légaliser assécherait une partie de ce trafic. Effectivement, pas tout. Vous voyez par exemple les cigarettes. Les cigarettes aujourd'hui c'est légal de vendre un paquet de cigarettes, mais vu le prix des cigarettes, je le constate moi-même que ah non, il y a du trafic de cigarettes. Il y a un autre trafic de cigarettes, exactement, parce que les gens peuvent plus payer le paquet 11 balles. Donc, il y a des gens qui achètent les paquets de cigarettes dans d'autres pays et qui le ramènent en France. Donc, ça crée un nouveau trafic. Donc, effectivement, c'est pas parce que c'est légal qu'il y a plus de trafic. Néanmoins, ça permet de canaliser certains trafics et ça permet aussi de canaliser certaines pratiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va pouvoir faire des campagnes en fait pour comment est-ce qu'on fume un joint, quand est-ce qu'on a le droit de fumer un joint, et aussi, comment on dit, sensibiliser en fait à la façon dont le produit, par exemple, le cannabis. Non, mais comment s'abrutir de la bonne manière avec du cannabis. Alors nous allons faire des campagnes d'État. Fumez plutôt le soir que le matin. Mais il y a ça sur l'alcool. Si vous pouvez. Il y a ça sur l'alcool. Oui, mais il y a ça sur l'alcool précisément parce qu'on est débordé par le phénomène de l'alcoolisation généralisée de la population. C'est pour ça qu'il y a ça sur l'alcool. Non, mais là-dessus, quand même, il y a certains pays, Malte et Luxembourg, qui ont déjà légalisé le cannabis. L'Allemagne qui a fait un pas vers ça. Là, il faut encore qu'il vote le projet de loi. Mais voilà, ça avance. Pourquoi est-ce que nous, on n'avance pas là-dessus ? Moi, personnellement, je ne suis pas favorable. Je trouve que ça n'améliore pas les capacités cognitives des consommateurs. C'est quand même une réalité de le dire. Oui, les gens... je suis désolé. Mais tu veux interdire tout. En fait, c'est l'URSS. Cannabis. Ah bon, c'est moi l'URSS. Non, mais si tu veux tout interdire, sous prétexte que c'est pas super bon, oui. Et je suis désolé, les schtroumpfs qui piquent et les bonbons Haribo, c'est pas bon non plus pour la santé. Et pourtant, il y en a dans les magasins. En l'état actuel des choses, moi, je constate sur les consommateurs que je connais que ça ne leur rend pas service de fumer du cannabis. Donc, je suis pas sûr qu'il faille développer la consommation de drogue en France. Ouais. Voilà, c'est quand même pas extravagant. Elle se développe de façon illégale. Et elle se développe. Et il y a de plus en plus aujourd'hui de fumeurs de cannabis et de plus en plus jeunes. Donc c'est un problème de société. La question, c'est comment on y répond. Toi, tu dis, on continue comme ça, on ferme les yeux, etc. Et on met des bleus partout. Vous n'y croyez pas. Je dis pas ça. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus pour permettre aux jeunes de ces quartiers de ne pas rentrer dans les trafics de drogue. Voilà. Bon. Il y a aussi une photo dans l'actualité que je voulais vous montrer. Vous l'avez peut-être vu passer aussi. C'est une photo assez rare quand même, qui fait la une de Libé. C'est parlementaires de la majorité et de la NUPES, hors insoumis, qui réclament la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Donc, tribune dans le magazine, dans le journal Libération. Avant de parler du fond, déjà, est-ce que vous saluez cette initiative transpartisane qui reste rare et est-ce que vous êtes un peu déçu par l'attitude de la France insoumise ? Est-ce que c'est pas un peu un comportement un peu sectaire non, je suis pas déçu. De ne pas tendre la main et essayer de trouver un consensus là sur cette question? Non, moi je considère que c'est très bien en fait que les députés puissent travailler de manière transpartisane comme vous dites sur certains projets. Après sur le fond, je suis pas d'accord. Alors donc je suis plutôt d'accord avec la position de la France insoumise qui a refusé de signer cette tribune parce que Pourquoi ? Sur le fond, ce que propose cette tribune, c'est encore une fois de trier les êtres humains en fonction de leur utilité. C'est-à-dire qu'en gros, on a des entreprises qui disent « Ah, mais vous savez, nous, il y a certains secteurs qui sont en tension, etc. » On parle du BTP, de l'hôtellerie, de la restauration, Exactement, etc. Donc les secteurs en tension où il y a pas assez de travailleurs et de travailleuses. Et du coup, qu'est-ce qui est proposé ? C'est de dire, attendez, on va vous trouver une main-d'œuvre toute faite, etc. C'est-à-dire que c'est une réponse, en fait, à une demande aujourd'hui des entreprises. Ça, moi, je suis désolé, mais c'est pas ma vision de la façon dont on devrait accueillir les gens qui arrivent sur notre territoire et qui arrivent très souvent dans des conditions particulièrement difficiles. Mais est-ce que c'est pas mieux que rien ? Si vous voulez, c'est mieux que rien, mais encore une fois, ce qui me dérange, c'est la logique en fait qu'il y a derrière. La logique, c'est celle du tri des êtres humains, une logique vraiment contre laquelle je pensais que toute ma famille politique était contre.
Bon, je constate que la gauche n'a pas encore compris comment gagner, puisqu'elle continue de se diviser, y compris sur ce qui devrait la rassembler. Si j'ai un conseil amical à donner à la gauche, je suis fasciné que la NUP ait refusé de signer enfin que la France Insoumise ait refusé de signer cette authentique tribune de gauche. C'est extraordinaire de se scier la jambe à ce point-là. Ça m'a toujours fasciné à gauche, mais tant mieux pour la droite. Mais cette capacité à se diviser m'a toujours fasciné. Est-ce que vous dites pas, c'est vrai ce qu'il dit? Sur des détails, mais c'est inouï. Ils viennent Vous chercher. n'y arrivez jamais. Vous n'avez pas mis de point-virgule à la troisième phrase. Ah, on peut pas signer. Ah, on n'est pas Est-ce que d'accord. c'est pas un peu dommage, du coup, nous quand allons même présenter notre propre candidat parce que vous mais comprenez, le vôtre a les Est-ce cheveux que trop c'est longs. pas la inouï. source de l'échec de la gauche? Mais bien sûr, non, mais je pense que aujourd'hui notre recherche de pureté, et je pense que la pureté en politique est un problème. Oui. Notre recherche de pureté théorique parfois nous empêche en fait d'avancer. Exactement. Et vous fait construire des goulags. Mais si la recherche de pureté à gauche a conduit à des camps de concentration. Théorique. Non, bah... Mais bien sûr, j'ai lu moi vrai. cette tribune avec. Il faut toujours se méfier de la pureté en politique. Exactement. J'ai lu Ça, je suis complètement d'accord. cette tribune avec intérêt. D'abord, moi j'observe c'est une espèce de retour au clivage. C'est le début de la fragmentation du macronisme et du camp macroniste, puisque Sacha Houlié, qui était un authentique macroniste, rejoint... l'aile gauche quand même. Oui, mais enfin, il signe quand même quelque chose avec les communistes, les Verts, ils font même une photo où ils se tapent dans la main, etc. Je suis pas sûr que ça plaise énormément à la franche droite. Attention, n'oubliez pas le volet social dans ce texte. Oui, n'oubliez pas le volet de Sacha social Houlié. tout court sous Macron, si vous voulez, quand on voit comment sont traiter les étrangers justement en France sous Macron, notamment à Calais. Je crois que le volet social du quinquennat, on peut le chercher longtemps. Je pense que Thomas Pesquet peut partir à sa recherche très très loin et on ne trouvera jamais le volet social du macronisme. Mais c'est aussi un pied de nez aux Républicains, Charles. Alors, sur le Parce fond, que c'est une manière de leur dire, en fait, on n'a pas besoin de vous, forcément, pour avoir une majorité. Peut-être qu'on peut constituer une sorte de majorité alternative. Mais c'est tout à fait ce que je vous dis, c'est que c'est un retour entre le clivage, c'est un retour du clivage entre la droite et la gauche. Et moi, j'observe quelque chose de très intéressant. Autant, je ne pense pas qu'il faille être obtus sur cette question. Je pense qu'on a partiellement besoin des travailleurs étrangers en France. Moi, ça ne me choque pas du tout, contrairement à Pablo, qu'on choisisse les gens qu'on souhaite accueillir ou non sur le territoire français. Je rappelle que les projections démographiques, notamment en Afrique, montre qu'il va y avoir une augmentation considérable de la population dans des pays qui n'ont pas du tout notre modèle social, qui n'ont pas notre agrément de vie, et donc ni d'ailleurs notre développement économique, qui vont en plus être touchés par le dérèglement climatique. Donc moi, j'ai bien compris que la logique de certains à gauche, c'était d'accueillir d'un coup 500 millions de personnes. Ça, c'est la logique de la droite, c'est de dire n'importe quoi. C'est de balancer des chiffres comme ça. 500 millions en France. Souvent, ce que j'entends, c'est qu'en gros, vous voulez régulariser tout le monde, accueillir le plus possible. Oui, c'est pas 500 millions. Calme-toi. Oui, regarde. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que... Non, mais en fait, le principe de la droite, c'est toujours de faire croire qu'il y a une vague migratoire qui va nous submerger et qu'on va tous être dissous. C'est d'avoir, pardon de te le dire, d'être à peu près aussi borné sur ces questions migratoires que l'extrême droite qui ne sait dire qu'on ferme la porte. Si on essaie d'avoir une position nuancée, on constate qu'il va y avoir un flux très important d'immigrés dans les années qui viennent et on ne peut pas les accueillir tous, certainement pas. Et je suis donc très frappé de constater que dans cette tribune, il y a quelque chose qui me paraît irresponsable. La droite veut construire des murs. Non, irresponsable et idéologique, c'est que il n'évoque même pas l'hypothèse de contrôler les flux migratoires et de réduire le nombre de personnes qui arrivent tous les ans sur le territoire français. Or, moi, je pense qu'une immigration trop importante crée des déséquilibres. Le texte, en tout cas, arrive au Parlement début novembre, a priori. Juste, je voulais vous montrer, avant qu'on se quitte, cette vidéo qui fait polémique. Elle a été publiée le 11 septembre dernier sur le compte Instagram du groupe de cosmétiques Sephora France. C'est une vidéo avec l'équipe des hijabeuses. C'est un collectif qui a pour objectif de défendre le port du voile pour les joueuses de football lors des compétitions. Et le contexte, c'est qu'en juin dernier, le Conseil d'État a pourtant conforté la Fédération française de football dans sa décision d'interdire le port du voile lors des compétitions de football. Est-ce qu'en faisant ça, Sephora bafoue un peu la décision du Conseil d'État et fait la promotion du hijab, du voile? Moi, j'ai trouvé cette vidéo très étrange et je m'étonne que le service de communication de la marque ait pu la valider. Je pense que c'est
une espèce d'importation des codes anglo-saxons, en fait, en quelque sorte, puisqu'il y a une poussée très forte des revendications de ce que moi je considère être l'islam politique dans le monde anglo-saxon. Et donc vous voyez fleurir plein de séries Netflix, plein de films où vous avez énormément de femmes voilées, etc. On peut trouver que c'est très bien, qu'il faut que les gens s'habillent comme ils veulent, etc. Le discours qu'on entend tout le temps, bientôt ils vont faire des pubs pour les crèmes solaires avec des femmes en burkini, j'imagine, c'est la vidéo. Et en même temps, suivante. une boîte privée fait ce qu'elle veut. Une boîte privée fait tout à fait ce qu'elle veut, ça. mais une boîte privée fait tout à fait ce qu'elle veut, mais on a le droit d'analyser les phénomènes en cours dans la société. Et moi, je considère que c'est une forme de prosélytisme et que c'est en fait céder à l'islam politique. C'est une manière de donner gain de cause à l'islam politique. Je pense que moi, je suis plutôt sur la ligne interdiction de la baya à l'école, et je pense que il ne faut pas être naïf face à des revendications qui, à mon sens, sont des revendications religieuses. Et je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose pour notre pays qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles qui portent le hijab, la baya, le voile, etc. Je ne pense pas. Moi, Quand je vois en Iran, pardon, je termine en un mot. Quand je vois en Iran, le combat que mènent les femmes iraniennes pour arrêter de porter le voile, et qui se font persécuter, et qui se font... Et en Afghanistan. Il y en avait sur ce plateau des femmes afghanes, en fait, qui se sont prononcées en fait, sur la baya, et qui ont dit, en fait, nous, on pensait pas qu'arriver en France, on allait arriver dans une polémique où encore on voulait contrôler le corps des femmes. Qui portent le voile en Iran. À mon tour de parler. Ce que je voulais dire... Tu penses de l'Iran? Allez, Pablo. Je suis affligé. Mais qu'est-ce que tu penses de l'Iran? Je suis affligé. Mais l'Iran, moi, je suis pour le droit des femmes à s'habiller comme elles veulent. En Iran comme en France. Est-ce qu'on peut répondre sur la polémique, en Sur la polémique, je suis affligé en fait de cette Iran. chasse aux musulmans, et d'ailleurs pas aux musulmans, aux musulmanes qui portent le voile, qui est maintenant systématique, c'est-à-dire que dès que l'extrême droite et la droite essayent de rentrer par tous les trous possibles. Alors il y avait la baya, et maintenant il y a Sephora. Alors ça, c'est le Conseil d'État qui a tranché, là encore, dans le milieu du sport aussi. Exactement, mais ce que vous avez oublié de dire, c'est que contre le hijab, Pablo. Mais, je sais bien, j'ai compris, contre le hijab, mais enfin là on est sur des femmes en fait qui veulent juste faire la promotion, une entreprise qui veut faire la promotion par le biais de femmes, de crèmes et de produits de beauté. Et on va aller chercher encore des poux, on va encore les pointer du doigt, et ça va très très haut, puisque c'est Éric Ciotti qui a fait un tweet en dénonçant en fait cette publicité. Mais non, mais quand est-ce que vous allez les laisser tranquilles? Mais non, c'est pas ça. Vous allez naïf. De toute façon, maintenant, on va même les empêcher en fait de marcher avec le voile dans l'espace public. Mais tu es naïf. Et le lien que toi-même tu as fait entre l'abaya et le hijab, à mon sens, est ultra et révélateur en fait de ce qu'aujourd'hui propose la droite. Mais bon, il y a aussi la droite propose. Et quand on sait que c'est officiellement interdit sur les terrains de foot depuis et c'est interdit dans les publicités. Et c'est interdit dans les publicités maintenant. Non, mais en fait, on va les interdire de tous les espaces. Comme vous avez dit, c'est interdit. Donc à l'école, il n'y a pas le droit de porter la baya. Sur les terrains de sport, il n'y a pas le droit de porter le voile. Maintenant, on est en train de nous dire, en fait, peut-être qu'il faudrait les interdire à la télévision, et sur les réseaux sociaux. En fait, c'est dingue. Pablo, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu trouves ça violent? Est-ce que tu trouves pas ça violent? Est-ce que tu ne trouves pas incohérent de défendre à la fois le droit des femmes, comme on l'a fait tout le temps, l'égalité? On nous a bassinés avec ça pendant les 3 dernières années. On n'en a parlé que de ça matin, midi et soir. On peut quand même constater que le voile n'est porté, le hijab n'est porté que par les femmes. Aux dernières nouvelles, ce n'est pas les hommes qui portent le hijab selon ces pratiques. Bon, donc c'est quand même un instrument de domination de l'homme sur la femme. Pourquoi est-ce que... Et donc ça n'est pas, je suis désolé, quelque chose qui va dans le sens du progrès, ni qui correspond des tonnes à la civilisation française. Mais je vais répondre par un mot. Ah oui, un mot, parce que liberté, c'est tout. Liberté. Donc la burqa avec juste les yeux, liberté aussi. Ce sera le mot de la fin, les amis. Liberté aussi, la burqa avec juste les yeux. Liberté des femmes de porter la burqa juste avec aujourd'hui, dans l'espace public, on n'a pas le droit de cacher son visage. Ah bon. Voilà. Merci Donc là-dessus, beaucoup, la liberté. Charles, liberté quand même avec un des peu limites. de discipline. Oui, liberté.